Je vous souhaite la bienvenue à ce Midi de la recherche sur la gestion des innovations en santé. Mon nom est Caroline Aubé, je suis la directrice de la recherche et du transfert à HEC Montréal et c'est à moi qui revient le plaisir d'animer les échanges ce midi. Donc, avant de débuter, j'aimerais rappeler que nos Midis de la recherche sont enregistrés avec l'accord de nos panélistes et que l'événement sera disponible par la suite sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, vous êtes plusieurs ici à HEC en présence aujourd'hui, mais on a aussi plusieurs personnes en ligne qui écoutent à distance. Donc, je vous salue toutes et toutes. Aujourd'hui, comme je l'indiquais il y a quelques instants, on va parler de la recherche et du transfert sur la gestion des innovations dans le domaine de la santé. Puis, on verra plus particulièrement pourquoi l'innovation est essentielle dans ce secteur d'activité en particulier et comment HEC Montréal et ses professeurs, les équipes de recherche, peuvent accompagner le réseau de la santé pour créer de la valeur pour les patients et pour la société en général via la gestion de l'innovation. Donc, à cet égard, l'année passée, au printemps, on a lancé officiellement notre centre d'expertise en gestion de l'innovation orientée sur la santé. On est 3 membres institutionnels fondateurs dans ce centre, donc le Conseil d'innovation du Québec, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM, et HEC Montréal. Donc, le centre est relativement jeune, mais comme on le verra aujourd'hui, il y a déjà beaucoup d'effervescence, beaucoup de projets en cours et on aura l'occasion d'explorer ça. Ce midi, on a donc 3 professeurs qui ont été éminemment impliqués dans la genèse de ce centre-là et qui consacrent une partie significative de leur carrière justement à la recherche, aux activités d'accompagnement dans le domaine de la gestion des innovations en santé. Donc, on accueille tout d'abord le professeur Denis Chenevert du département de gestion des ressources humaines. Donc, Denis, tu es aussi co-directeur, donc directeur du pôle santé, mais tu as des directeurs associés et plusieurs autres chapeaux parce que tu es à la tête de plusieurs initiatives. C'est pour ça que vous m'invitez souvent, c'est ça? Oui. J'ai un abonnement, mais ça peut... Comme tout le monde en parle, j'ai un abonnement. Merci, Denis, d'être avec nous. Ça fait plaisir. Ah, ça me fait plaisir. On a aussi avec nous le professeur Laurent Simon du département d'entrepreneuriat et d'innovation, qui est aussi directeur du département et co-directeur du pôle Mosaïque, donc en innovation et créativité. Grand merci, Laurent, d'être avec nous. Merci de l'invitation. Et enfin, et non la moindre, Cathy Malas, professeure associée à HEC Montréal, mais aussi directrice de la direction de la recherche, de l'innovation et de l'apprentissage au 6 Montérégie-Ouest. Vraiment un plaisir, Cathy, que tu puisses être avec nous. C'est réciproque. Jusqu'à encore 2 jours. Après, ça va être Santé Québec, Montérégie-Ouest. Oui, effectivement, oui. Changez nom. Et professeur associé au département. Oui, elle a dit. Absolument, et ça, c'est très important, puis ça nous tient à cœur. Dans le département. C'est réciproque. Donc, comme à l'habitude, à la fin de l'animation du panel, vous aurez aussi l'occasion de pouvoir poser quelques questions. On réserve une 10-15 minutes là, à la toute fin. Donc, que vous soyez en ligne, vous pourrez les inscrire, les préparer là, dans la fenêtre de clavardage. Et il y a des micros aussi ici pour ceux qui voudront poser une question à nos invités. Donc, pour mettre la table, on va parler du centre d'expertise. Donc, je vous cède la parole pour nous parler de la mission des principaux piliers. Je pense que c'est toi, Denis, qui introduis. Donc, comme je disais hier au lancement du pôle D, on m'avait laissé 5 minutes pour faire le mot d'ouverture. Je dis laisser 5 minutes à un prof, c'est pas une bonne idée. Mais bon, je vais essayer d'être bref. L'idée émane de Michel Patry. À l'origine, c'est Michel, lorsqu'il était directeur de l'école, qui m'appelle et qui me dit « Écoute, dans les rondes prébudgétaires, est-ce que tu penses qu'on pourrait soumettre un projet en santé? » Je dis « Oui, c'est une bonne idée, pourquoi pas? » Et donc, on a commencé à réfléchir, à mettre quelque chose sur papier avec mon ex-collègue Réal Jacob, et on a commencé à réfléchir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et là, de fil en aiguille, les gens se sont greffés au projet. Mosaïque, c'est greffé. Après ça, il y a eu Cathy et le CHUM qui se sont mis aussi dans l'exercice de créer quelque chose qui pourrait permettre de soutenir l'innovation en santé dans le réseau de la santé et des services sociaux. On sait que l'innovation en santé est un must. Il est impossible d'améliorer la situation actuelle si on ne change pas nos façons de faire. Et l'innovation, qu'elle soit managériale, sociale ou technologique, c'est la porte d'entrée pour évoluer vers une autre façon d'offrir des soins. Et je pense que ça c'est tous les études, mes collègues sont
principalement spécialiste en innovation. Moi, je suis plutôt, je sais pas, quelqu'un qui gravite dans différents univers, mais je dirais que ça, c'est un élément important. Et donc, le fait, là, on a également, à ce moment-là, décidé de faire, d'aller chercher quelqu'un qui avait une compétence en création de valeur. Joanne Castonguay, qui est maintenant commissaire à la santé et au bien-être. Joanne s'est joint à notre équipe pour réfléchir sur la notion de création de valeur. Donc, comment peut-on créer de la valeur à partir de l'innovation? Et tout ce cheminement-là nous a amené au lancement au printemps passé du Centre d'expertise en gestion des innovations en santé orienté sur la valeur. Donc, comment développer de l'innovation, pas pour développer de l'innovation, mais pour créer de la valeur économique, de la valeur sociale, de la valeur auprès des patients et de la valeur auprès des employés et des soignants. Comment créer de la valeur dans toutes ces différentes composantes? Et c'est ça qui était l'idée de base. Et là, je pense qu'on a, depuis ce temps, tu as plusieurs organisations qui ont développé cette notion de valeur. Le BI a travaillé sur, c'est quoi la valeur en santé? Le BI, c'est quoi? Le Bureau d'innovation, excusez, a travaillé sur cette question de valeur. L'INES a produit un document sur c'est quoi la valeur en santé. Cette notion de valeur, elle est complexe. Vous pouvez vous imaginer toutes les ramifications qu'on peut attacher à ce concept de valeur. Et donc, tout ça fait partie, je pense, de l'objectif, de la mission du centre. C'est comment outiller les gestionnaires à prendre des décisions orientées sur la valeur, pour créer de la valeur au sein des organisations à partir de l'innovation. Donc, c'est un peu la genèse de où on est rendu aujourd'hui. Donc, ça fait presque 1 an et demi à peu près qu'on est démarré. Et donc, parce qu'on a démarré avant le lancement, c'est toujours pareil, je ne sais pas pourquoi. On démarre toujours avant le lancement officiel. Mais bon, on avait commencé à travailler sur un certain nombre de projets que je vais laisser mes collègues vous expliquer plus à fond. Laurent Cathy, est-ce que vous voulez ajouter? Oui. Merci, Denis. Peut-être pour poursuivre aussi, pour l'école, l'un des enjeux, c'était de dire on est nombreux, en fait, quand on fait cette cartographie, on est nombreux à porter le regard sur le milieu de la santé. Le milieu de la santé est un des milieux, du point de vue de la gestion, parmi les plus complexes. Et donc, on avait tous des angles de regard un peu différents. Et si on veut parler d'innovation aujourd'hui, on ne peut pas parler d'innovation sans parler d'innovation d'impact. Si on veut avoir de l'impact, il faut faire converger nos efforts. Donc déjà, minimalement, se rencontrer, ce qu'on faisait déjà, développer des collaborations, mais aussi s'assurer qu'on a une lecture peut-être un peu plus précise, un peu plus complète de ce qu'on fait collectivement, de ce que font aussi nos partenaires à l'extérieur, et puis essayer d'aligner au fond vraiment ce qu'on travaille. Partant du principe aussi que c'est un travail de longue haleine, quoi. On n'a pas de baguette magique, on n'en aura pas, et donc il faut continuer de travailler ensemble sur cet enjeu-là qui est majeur. Merci Laurent. Cathy, veux-tu nous parler des piliers? Oui, c'est ça, exactement. J'allais y arriver. Je dis peut-être que c'est dans la prochaine question. Mais donc, il y a le quoi, peut-être parler un peu du quoi, c'est donc 3 piliers clés. La recherche appliquée, évidemment, sur la thématique de la gestion de l'innovation en santé orientée sur la valeur. Puis après, on va vous donner des exemples concrets. Deuxième pilier, la formation. La formation, toujours autour de la même thématique. On va donner un exemple tout à l'heure. Puis le troisième, tout le laboratoire vivant, donc de partir des questions vraiment terrain, soit en faire de la recherche pour pouvoir y répondre, soit de co-développer une nouvelle approche managériale autour de la gestion de l'innovation, puis de l'étudier, générer des connaissances, former, l'injecter dans nos parcours de formation. Toujours autour de la mission de générer des connaissances et les transférer pour mieux intégrer l'innovation à fort impact pour améliorer la vie des gens. Ça a été quand même tout un travail de positionnement. Quand je vous écoute, je me rappelle toutes les discussions qu'on a eues avec les parties prenantes, puis à la fin, notre positionnement s'est raffiné avec le côté gestion. Puis je vois dans la salle Sylvain, Landry, Kevin Johnson, Claudia, d'autres personnes, vraiment me mettre au service du réseau de la santé, du ministère, toutes nos expertises quasi multidisciplinaires dans l'univers de la gestion en santé. Puis c'est comme ça que les gens ont compris la place qu'on voulait occuper pour aider le réseau à créer de la valeur. Puis je pense qu'on y est bien arrivé aujourd'hui, puis que cette clarté-là est présente, puis qu'on travaille aussi en concertation avec les autres acteurs de l'écosystème. Oui, puis Caroline, tu as joué un rôle clé. Merci beaucoup pour tout le rôle que tu as joué dans la création. Il y avait aussi Marie-Hélène Jobin qui était là, Guy Paré, il y avait Nathalie. Il y avait l'équipe du CHUM. Après, il y avait Nathalie de votre postdoc qui est rendue maintenant. Oui. Puis il y avait qui d'autre? Est-ce qu'il manque quelqu'un?
C'est important de nommer les gens. Nadia, je pense que Nadia, Nadia, évidemment. Nadia est partout. Benamar, qui dirige aussi le centre de façon... Mais de plusieurs personnes. Puis l'idée, c'est d'être le plus large possible aussi, puis d'être inclusif, puis d'amener différentes expertises autour de la table. On va poursuivre. La deuxième question est en continuité, puis tu l'introduisais bien, Cathy, en parlant des piliers. Si vous pouviez, chacun, juste pour illustrer, nous parler d'une activité de recherche dans laquelle vous avez été impliqué. Je sais qu'il y a des projets en cours actuellement, mais il y a aussi beaucoup de projets de formation et d'accompagnement auxquels vous participez. Donc, à titre illustratif, pour concrétiser, peut-être chacun à votre tour, nous parler d'une de ces initiatives-là. Pour cette question-ci et les suivantes, je vais vous proposer, on va alterner le tour de parole. Donc, je proposerais qu'on commence par Cathy, ensuite Denis, Laurent. Super. Donc, moi, je vais donner un exemple de formation. Je pense que toi aussi. Toi, tu vas prendre les masterclass. Moi, je prends... C'est ça? Comme tu veux. Moi, je vais prendre... Alors, je vais vous donner l'exemple dans le pilier de la formation. Je vais vous parler d'un programme de développement de compétences. Mon collègue va parler des fondamentaux, donc plus les connaissances autour de l'innovation. Donc, quand j'étais au CHUM, même avant le centre d'expertise, j'ai jugé pertinent, j'ai remarqué que les gestionnaires avaient besoin, oui, des fondamentaux sur l'innovation, puis on avait des formations à la carte qu'on leur donnait, mais pour surtout ceux qui jouent un rôle clé en innovation, puis on demandait aux directeurs de les mandater, donc des futurs ambassadeurs d'innovation au sein de chacune des directions, on jugeait pertinent de bâtir un parcours de développement de compétences. Donc, au-delà des connaissances de base, pour qu'ils aient des comportements clés pour pouvoir gérer l'innovation au sein de leur direction. Donc, je vais vous décrire le programme de développement de compétences, 3 piliers. On aime les 3. Le cerveau se rappelle de 3 composantes. Donc, donc, au début, c'était les directeurs qui en ont mis 2 à 3 gestionnaires par direction. Puis, ce qui était génial, c'est qu'on avait des médecins, on avait des chercheurs et on avait un patient partenaire qui était très actif dans notre organisation. Et donc, le premier pilier, c'était un plan de développement individualisé de compétences autour de l'innovation. On a bâti un profil de compétences. Donc, 6 compétences clés, 27 comportements attendus associés à ces compétences-là. Donc, ils s'auto-appréciaient autour de ces compétences-là. Ensuite, quelles sont mes forces, quels sont mes points d'amélioration, je me vois où dans un an, 2 objectifs de développement de compétences. Le type d'un programme de développement de compétences, mais autour d'un profil de compétences sur gestion d'innovation en santé. Donc, le PLANI, on l'appelle le PLANI, un plan de développement individualisé à l'innovation. Deuxième pilier, il y avait un mentorat. Puis là, je vois, il y a Carl qui est mentor dans ce programme-là. Y a-t-il d'autres personnes qui sont mentors? Caroline, tu l'as été dans le dernier cours? Non, tu as été marraine. Tu n'as été mentor, hein? Moi, je suis présente, là, mais je n'ai pas été mentor. Prochaine cohorte. Un mentorat, donc chaque gestionnaire futur... On va te recruter dans la prochaine cohorte. Futur ambassadeur d'innovation a été flanqué d'un mentor qui l'a aidé, le mentoré, à développer ses compétences qu'il, lui, a déterminées. Et validé avec son gestionnaire, parce que le gestionnaire devait être son supporteur. Troisième pilier, c'est Cominov. Donc, chaque mois, on se rencontrait. Puis les thématiques choisies étaient en lien avec les compétences. Donc, on analysait le plan de développement de compétences. 80% du contenu était basé sur les compétences qu'ils ont choisies. Un parcours de 9 à 12 mois. Des fois, quand on tombait l'été, il y avait une pause. Et ça, on l'avait testé au CHUM. Puis après, lorsqu'on a lancé le centre, on s'est dit, on va l'intégrer comme comme offre de formation. Le Bureau de l'innovation nous a supportés. Merci, Hasna, si tu es à distance pour tout le support et toute l'équipe du Bureau de l'innovation. Donc là, on en a fait 2 cohortes chumesques, puis là, on a fait une cohorte provinciale avec le branding du centre d'expertise. Ouais. Peut-être vous donner quelques résultats parce qu'on a mesuré l'impact. Donc, 88% des participants santé qui ont développé des comportements, puis tous ont parti un projet d'innovation post 3 mois. Donc, juste 2 indicateurs d'impact là qu'on a mesurés dans la cohorte. Puis on voit à quel point, j'ai vu la clôture de ça, à quel point les gens sont fiers, puis motivés à l'issue aussi de ce programme-là. Ce qui était génial, c'est que les mentors sont venus, donc ça c'était beau, puis les gestionnaires des ambassadeurs, pas tous. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut vraiment améliorer, l'implication des gestionnaires de proximité. Mais c'est vrai qu'ils étaient fiers, puis nous, on les suit, là, on va les suivre pendant 1 an pour voir si si les indicateurs qu'on a mesurés au début se maintiennent dans le temps. Ouais. Génial, merci beaucoup, Cathy. Denis? Oui, je vais laisser Laurent sur les questions de formation. Je vais plutôt parler du projet sur l'approvisionnement fondé sur la valeur avec Claudia et Martin qui chapeautent ce projet-là. Il faut bien comprendre que les objets sur lesquels on travaille n'ont pas été décidés par nous-mêmes. Ça a été une commande directement du Bureau d'innovation et du ministère qui a dit il y a 3 éléments sur lesquels on veut que vous travaillez.
Premier, la formation. Deuxième, l'approvisionnement. Et troisième, les partenariats privés-publics. Donc, c'est quoi les partenariats? Comment on peut créer un écosystème, une modalité de générer des partenariats plus facilement, de façon plus fluide et avec des règles précises de fonctionnement. Et donc, c'est les trois, je dirais même mandats, les trois questions qui nous ont été adressées. Sur l'approvisionnement, bon, on a fait plusieurs travaux. Ça fait un certain temps qu'on suit des équipes d'approvisionnement pour essayer d'amener des expériences internationales sur des manières de faire et de manière à pouvoir éventuellement sortir un peu du principe du plus bas soumissionnaire pour avoir une approche qui crée de la valeur, parce que ce n'est pas toujours le plus bas soumissionnaire qui va créer le plus de valeur. Donc, comment changer nos paradigmes, nos politiques qui sont très, très, très rigides. Donc on travaille beaucoup là-dessus. Donc, merci à l'équipe de Claudia et de Martin. Pour ce qui est du partenariat privé-public, on est après à étudier certaines organisations. Donc, il y en a déjà au Québec, des cliniques UP, par exemple, qui sont des cliniques pédiatriques d'urgence. Donc, ces cliniques sont privées, mais financées par l'État. Donc, vous pouvez utiliser votre carte, là, ça allait comme tout le monde. Donc, la carte d'assurance maladie fonctionne. Donc, c'est pas... mais elles sont gérées par le privé. Et les résultats jusqu'à présent sont assez impressionnants. T'sais, quand tu dis qu'une petite clinique génère autant de visites que Sainte-Justine, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'ils font d'intéressant. Ils n'ont pas tous les cas complexes, mais ça crée je dirais, ça ouvre la possibilité de donner un peu d'espace à d'autres établissements pédiatriques pour faire des choses, des fois, qui sont plus complexes et qui permettent d'arriver à offrir des services à temps et d'avoir un accès qui est raisonnable. Donc ça, c'est un élément important. Je pense qu'il fait partie des raisons d'être de ce centre de recherche. Mais bon, une petite parenthèse rapide, ça a quand même pris 4 ans pour mettre en place ce centre de recherche. Donc, pour tous ceux qui ont une idée de partir quelque chose, c'est pas que, c'est après 30 quelques rencontres, je ne sais pas trop, on a vu pas mal tous les sous-ministres, les ministres ont déjà parlé de ce que tu as vu. Plus que ça. Pas plus que ça, probablement. Et, il y a la 14e version du document, je ne sais plus trop quelle version. On ne s'est pas découragé, mais oui, ça a été tellement qu'à la fin, je me souviens de la dernière rencontre, Cathy, elle avait fait un saut un peu. Je lui ai dit, écoute, dites-moi ce que vous voulez que j'écrive, moi l'écrire. Ça va s'arrêter, ça va être bien moins compliqué. Parce que là, je dis, c'est assez. Là, quand j'ai rendu à 14 versions, je dis, c'est quoi l'idée? Là? Finalement, ça a fini par marcher. Mais, donc, c'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple, mais on est très heureux aujourd'hui avec les retombées qu'on voit de cette initiative-là. Je pense que ça, surtout en ce moment, avec tout ce qu'on voit apparaître dans toutes les restrictions, les pressions budgétaires qu'on voit apparaître, là, l'innovation va être au centre parce qu'il faut bien comprendre que pour sauver de l'argent, il faut investir. Et ce paradigme-là, c'est pas facile à faire comprendre, mais c'est incontournable. Tu peux pas y arriver, sinon c'est impossible. Ah, merci, très pertinent. Puis c'est bien de voir que c'est le terrain qui nourrit les questions de recherche aussi. Puis c'est ça l'idée du centre, c'est de se mettre au service des besoins aussi. Laurent, je présume que tu vas nous parler des masterclass. Si vous me permettez, je vais vous parler de 2 projets. Donc, un pilier formation, puis le pilier recherche. Sous l'angle de la formation, on l'entend, hein, le système, il est complexe, il est confronté à de nombreux défis. Il y a eu vraiment une injonction d'innovation. Le message très fort, c'est il faut innover. Face à cette injonction, la plupart du temps, les gestionnaires se sentent un peu mal pris. Donc, ce qu'on a développé beaucoup en collaboration avec Cathy, avec Nadia, mais aussi avec le milieu, c'est de dire il faut commencer quelque part. Donc, on a voulu mettre en place une démarche de formation initiale sur la base de 5 masterclass, programme très court, très encapsulé, 5 fois 3 heures, quand on parle d'innovation, de quoi on parle véritablement, sous l'angle managérial, des processus, des boîtes à outils. Et on a voulu aussi, donc 5 séances, et on a voulu aussi appuyer ces séances sur des bonnes pratiques du milieu lui-même. Donc on est allé chercher des responsables de bureaux de l'innovation, Cathy est intervenue, je pense à Éric Nadeau à Québec, je pense à Natalia Tourbina, etc. On a un certain nombre d'acteurs qui sont venus intervenir et compléter la perspective académique par la démonstration de bonnes pratiques en contexte, mais aussi en partageant les enjeux, les résistances qu'ils pouvaient eux-mêmes rencontrer sur le milieu. Donc l'idée, c'est vraiment de démystifier ce que c'est que l'innovation en action, comment on introduit l'innovation dans les pratiques, et d'équiper, de faire un premier tour de roue un peu outillant pour ces gestionnaires, tout en mettant en place une plateforme d'échange et d'interaction entre eux,
entre eux et le milieu, puis entre eux et le milieu académique. Puis ce rôle de plateforme, moi je pense que c'est aussi une des grandes dimensions de ce centre-là, puis un des rôles que l'université peut jouer aujourd'hui très efficacement. On a à la fois des connaissances, des compétences, des réseaux, une certaine neutralité qui l'autorise. Donc ce cycle de masterclass a été reproduit déjà une fois. On est en train d'explorer le fait de le remettre en place pour une institution particulière, et puis éventuellement, je parlais de capsules, mais de l'encapsuler sous forme, par exemple, de capsules vidéo qui seraient accessibles en ligne, vraiment sur les fondamentaux de ce que c'est qu'une démarche d'innovation. Donc, premier projet. Et puis, entre nous, c'est le fun. On l'a fait en ligne, mais d'avoir ces moments d'échange, de débat, on sent que ça fait avancer en partie les choses et que ça équipe les gestionnaires du milieu. Le deuxième projet, je vais rappeler en 2 mots, Mosaïque, c'est le pôle créativité et innovation à l'école. On se sentait, nous, dans ce projet-là, puis on l'a toujours été un peu en santé, même ça fait, moi, depuis 2006-2007 qu'on travaille sur des questions en santé. On se sentait quand même un peu outsiders, mais qu'est-ce qu'on peut amener ? C'est une connaissance et une expertise sur les modèles d'organisation de l'innovation. Et donc, on a porté pendant près de 4 ans un projet CRSH Savoir, sur les enjeux d'innovation ouverte, finalement, et le rôle des intermédiaires d'innovation en santé. Que ça soit des laboratoires internes au sein des institutions de santé, des laboratoires de recherche appliquée, je pense à l'Institut Transmedtech qui a émané de Polytechnique, je pense au travail des différents bureaux de l'innovation, rôle du Conseil de l'innovation, et on est encore aujourd'hui en train de s'engager dans des démarches d'évaluation, d'accompagnement de ces intermédiaires. Ils existent à différents niveaux, ils peuvent jouer un rôle très actif parce qu'à la fois, ils introduisent de l'expertise, ils introduisent des connaissances nouvelles, et ils permettent aussi, bien souvent, de faire rentrer l'innovation un peu plus entrepreneuriale, de mieux asseoir la relation, par exemple, entre les startups et les institutions de santé. Donc là, il y a un travail extrêmement important à faire et sur lequel on continue d'avancer. Ouais, merci beaucoup, Laurent. Cette connexion-là avec le milieu, l'entrepreneuriat est vraiment fondamentale si on veut pouvoir permettre ce transfert-là dans le réseau aussi. Je voudrais mentionner quand même Patrick Coindé, là, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, parce qu'il gère nos journées de recherche en même temps en parallèle. Ouais. Mais c'est beaucoup Patrick là, qui a piloté ces projets-là, puis on continue de leur donner là, de l'amplitude. Ouais, merci de le souligner. Donc, on voit, c'est jeune encore comme centre, là, mais il y a beaucoup d'effervescence, manifestement, mais surtout beaucoup de pertinence. La prochaine question, c'est possiblement la plus importante. Non, c'est pas possiblement, c'est la plus importante. C'est la question de l'impact. Hein? Donc, quand vous prenez un peu de recul sur ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ce que vous projetez de faire dans le futur, de quoi vous seriez le plus fier comme résultat d'impact? Puis, par extension, quel impact on pense que le centre d'expertise pourra avoir au fil des ans? Donc, pour cette question, je propose que tu commences, Denis, Laurent et Cathy. Bonne question. C'est sûr que c'est un centre qui est assez récent, mais je vous dirais que le lancement du colloque sur la mise à l'échelle des innovations en santé, bon, tout le monde était présent. Je pense que ça, c'est un événement qui a permis d'avoir un impact considérable. On est après finalisé le guide sur comment mettre à l'échelle des innovations en santé. Tu sais, le Québec et d'autres régions du monde, c'est souvent le paradis des projets pilotes. Tout le monde fait des projets pilotes, mais ça reste là. Puis, du coup, il y a eu beaucoup d'investissements, mais personne ne profite de ces investissements-là. T'sais, comment prendre une innovation locale, parce qu'il y en a beaucoup. Moi, je suis sur le jury des prix Hippocrate. Et bon, il y a eu 128 innovations déposées cette année en santé. Et ils sont tous aussi pertinentes et intéressantes les unes que les autres, mais 90% de ces innovations vont rester au niveau local. On ne les verra jamais à d'autres niveaux. Et c'est dommage parce que les gens pourraient en profiter. Il y a quand même toute une capacité, quand les gens ont développé ces innovations, ont mis des efforts, ils ont réussi à créer quelque chose qui peut être transférable. Et donc, comment faire ce transfert? C'est pas simple parce qu'il y a beaucoup d'enjeux dans ces transferts-là. Les gens ne sont pas des entrepreneurs, ils n'ont pas les ressources pour le faire, ils ne sont pas mandatés pour le faire. Donc, comment réussir, à partir d'une innovation prometteuse, la déployer à l'échelle nationale? Ça, c'est un grand défi. Je pense qu'on a réussi à faire un colloque qui a permis aux principaux décideurs de se rencontrer, de discuter de ces barrières qui permettraient de faire profiter au maximum les patients et les citoyens de ces innovations. Donc, je pense que c'est un des éléments qui est central de ce genre d'initiative. C'est un élément important, hein, parce qu'il y en a de l'innovation dans le milieu de la santé.
Tu es au CIS maintenant, tu as été au CHUM, vous avez été des acteurs innovants, mais la mise à l'échelle, c'est un des facteurs des innovations, si on clés. donne un exemple en santé qu'on est après à essayer de mettre à l'échelle, c'est le projet Le Visage, donc probablement que vous connaissez. On sait que 10 des citoyens consomment 80 des services de santé. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 10 %-là? Pour l'instant, il n'y a pas de gestion particulière à ces 10 de citoyens qui consomment la plupart des services. Donc, comment réussir à bien orchestrer les grands utilisateurs pour éviter qu'ils se retrouvent 150 fois l'urgence par année? Parce qu'il n'y a pas de trajectoire pour ces gens-là. On ne les prend pas dans un plan personnalisé de soins pour s'assurer qu'ils sont au bon endroit avec le bon professionnel au bon moment. On les laisse aller et du coup, ils se retrouvent à l'urgence parce qu'il n'y a pas d'autres services. Parce qu'on ne prend pas la peine de créer des trajectoires personnalisées pour ces gens-là. Et on travaille sur ça en ce moment. On a 5 établissements dans lesquels on l'implante et on essaie de s'assurer, mais c'est compliqué. Avec la restriction budgétaire, on a coupé les budgets sur ce développement-là en particulier. C'est des paradigmes qui sont pas faciles à gérer, à comprendre dans un environnement où on a besoin que ces innovations percolent un peu partout dans le système. Donc, c'est un exemple de... Merci, Denis. Ça illustre très bien. Laurent? Il y aurait plusieurs points, puis j'appuie le point de Denis sur le colloque sur la diffusion et le passage à l'échelle a été pour moi un point de départ extrêmement important. Il faut continuer de travailler ces questions-là, ce sont les questions les plus difficiles. L'autre point, il y en a plusieurs, qui peut être très simple, mais c'est de sortir du paradigme de l'innovation tout technologique, d'insister sur le fait que l'innovation, c'est organisationnel, managérial, humain, avant d'être le développement d'une technologie. Puis on est très souvent dans l'erreur là-dessus. La technologie existe, donc l'innovation est là. Non, la technologie existe, on a une brique élémentaire. Maintenant, il y a un travail organisationnel qui est fondamental à mettre en place. L'autre point, je trouve, sur lequel on est à la fois très pertinent, puis où ça devrait nous rendre fiers, c'est qu'on a un besoin, un peu en écho aussi à ce que disait Denis. Il y a beaucoup de choses, il y en a des innovations. Après, il faut être capable de les documenter, de les rendre visibles et de les rendre lisibles, intelligibles. Et ça, je pense que l'université, à nouveau, a un rôle important à jouer là-dessus. Documenter, montrer, appuyer les travaux d'observatoire. La FMSQ est en train d'essayer d'animer un observatoire des innovations en santé très bien. Il manque un petit peu de bras pour alimenter le contenu. Là-dessus, l'université a un rôle important à jouer. Et puis le dernier point qui me paraît essentiel, en écho à ce que disait par contre Cathy sur la formation, c'est d'aider les acteurs de l'innovation à se sentir plus légitimes dans leur milieu. En les équipant, en favorisant une action d'impact, en favorisant pour eux-mêmes une meilleure compréhension de ce que supposent ces démarches-là. Je pense que ça, c'est essentiel. Parce que sinon, sous pression, tout le monde parle de l'innovation, mais c'est toujours, il faut innover, mais le faites surtout pas sur vos heures de travail, quoi. Donc il y a une importance. Le vrai défi, c'est de faire de l'innovation une activité normale. Et ça, c'est un horizon lointain. Mais un peu. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais on a ce défi de le faire rentrer dans les descriptions de poste, d'insister sur le fait aussi que c'est l'affaire de tous, c'est pas uniquement d'un département ou d'un bureau. Oui, très bon point. Merci beaucoup, Laurent. Cathy? Alors, moi, je vais donner des exemples de, si je prends pas de recul, l'impact des recherches dont je suis particulièrement fière, puis comment que c'est enlevé avec le centre d'expertise. Peut-être de dire la raison pour laquelle on a jugé pertinent de lancer le centre d'expertise, c'est parce qu'on voyait que ça existait déjà. L'exemple du CRSH est parti étudier les intermédiaires d'innovation, il est parti avant que le centre d'expertise. Mais il est parti avec la philosophie du centre d'expertise. 3 piliers essentiels, la recherche, la formation et le laboratoire vivant, partir des besoins du terrain, les étudier, retransférer les connaissances. Donc, je vais vous donner des exemples de projets de recherche qui sont partis avant le centre. Si le centre existait, il serait attaché à ça. Je vais pointer de mes collègues dans la salle. Alors, Carl, Emmanuel et moi, on étudie beaucoup les pratiques nécessaires pour amener les équipes à innover. En temps de COVID, j'espère que notre papier va être accepté. Donc, on a étudié quels sont qu'est-ce que les praticiens ont fait sur le terrain pour innover en temps de crise. On étudie l'impact d'ateliers de design thinking, par exemple, méthodologie créative très proche du terrain. Donc, on étudie ces questions-là. Puis ça part toujours de nous, puis on a travaillé ensemble pour étudier ce genre de questions-là. Puis c'est super important, là, les comportements essentiels et les processus, c'est qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour amener les équipes à innover. Ça revient à ce que Laurent disait aussi, hein? C'est pas juste technologique. Là, si on veut que ça percole dans l'organisation, il faut des capacités. Exactement. Puis ce qu'on a étudié, par exemple,
des techniques de debriefing, la simulation, comment que c'est important pour que les gens testent des nouvelles façons de faire, par exemple en temps de crise, et comment que ça développe la routine ou le comportement pour continuer à soigner les patients dans ce genre de situation-là. Un autre exemple avec Kevin, pendant la COVID, en pleine COVID, on voulait le partir avant, mais on l'a fait pendant la COVID, c'est quelle est la capacité organisationnelle et des équipes à innover. Donc, moi, j'avais besoin d'un portrait organisationnel. On part où? On a pris la méthodologie que Kevin a développée. On a fait un projet de recherche avec toujours des étudiants super motivés. Margot, puis Patrick, qui est rendu prof, là. Oui, c'est super, ça. Donc, ça, c'est un autre exemple. Encore une fois, besoin terrain. Tu sais, Kevin, c'est moi qui ai frappé à la porte de Kevin. Et là, on continue nos collaborations. Carl, ça fait depuis 2014 qu'on se connaît, donc on se frappe la porte les unes des autres. Puis, je vais aussi parler des exemples d'intermédiaires d'innovation. Là, on a étudié que ce soit le projet CRSH, mais après, Margot est venue étudier le pôle d'innovation au CHUM. On est en train de rédiger un cas d'étude puis une note pédagogique. On a étudié le programme Innovateurs en résidence, donc comment introduire des entrepreneurs dans les murs de l'hôpital, puis comment que ça peut favoriser la validation de l'impact de l'innovation. C'est des projets dont je suis particulièrement fière parce que ça a transformé la pratique. Et je pense que c'est ça la valeur de danser entre, là oui, je suis professeure associée chercheuse, mais je suis aussi praticienne, gestionnaire, leader en milieu preneur. Cette proximité-là, c'est la force, je disais à Federico, c'est la force d'HEC. La proximité que vous avez avec les praticiens, Alors, je trouve qu'à HEC, on a un comportement d'humilité lorsqu'on descend sur le terrain. Tu sais, moi, je n'ai pas senti qu'il y a l'élitisme qui débarque, puis je sais tout, puis il y a une humilité scientifique qui est super importante, puis je pense que c'est comme ça qu'on est capable de transférer les résultats vers la pratique. Tu sais, quand Carl s'assoit avec des gestionnaires puis des physiothérapeutes qui prennent un défi puis qui veulent répondre, ça démontre qu'ils sont tout aussi importants que malheureusement, les chercheurs sont encore des fois perçus comme l'élite de la société, non pas avec le peuple sur le terrain. Donc, moi, je trouve que ça, c'est une force d'HEC. Puis c'est quelque chose qu'on veut faire vivre dans le centre d'expertise. Ce que moi, j'appelle l'humilité scientifique, là, d'aller sur le terrain puis de vraiment prendre des questions concrètes, générer du savoir pour modifier la pratique, pour qu'un jour, tous les 350 000 employés de Santé Québec soient des innovateurs au quotidien, puis qu'on ne leur dise plus que c'est en plus de leur travail. Même la recherche appliquée, je ne pense pas que ça devrait être en plus de leur travail. Mais ça, on a besoin de centres d'expertise comme ça pour pouvoir atteindre ce rêve-là. Je suis contente que tu parles de cet ADN d'HEC aussi, hein, de reconnaître l'expertise terrain. Puis c'est exactement l'essence du centre d'expertise aussi, la raison pourquoi on l'a mis en place, puis la proximité avec les milieux. Je pense que c'est pour ça qu'on a des projets pertinents qui vont avoir de plus en plus d'impact aussi, là. Puis, tu sais, tous les savoirs sont importants. Tu sais, des fois, malheureusement, on a oublié, tu sais, même nous, les cliniciens, tu sais, on a été, puis je vais finir là-dessus, on a été formés sur la pratique fondée sur l'évidence scientifique, le evidence-based practice. Dans le evidence-based practice, la connaissance locale est tout aussi importante que les connaissances externes de la littérature, tout aussi importante que les préférences et les besoins des patients et le contexte. On a, à travers le temps, donné plus d'importance à la connaissance scientifique que le savoir expérientiel. Mais le savoir expérientiel, surtout en absence de données scientifiques externes de la littérature, est tout aussi importante. Absolument. Et c'est ça l'esprit, c'est que tous les savoirs sont importants. Les savoirs scientifiques viennent appuyer les savoirs expérientiels pour les amener à cheminer encore plus loin. Très bien, merci. Merci à J'ai toi. une dernière question pour vous. Question orientée... Je peux juste faire... Bien sûr. Juste parce que ça va paraître paradoxal, mais j'ai l'impression aussi qu'au Québec, de temps à autre, on a l'impression qu'il faut absolument que ce soit nous qui innovons. Alors que beaucoup d'autres ont déjà innové avant nous. Beaucoup de pays ont fait des choses très intéressantes dans d'autres juridictions. Et c'est comme si on ne pouvait pas s'inspirer de ce qui a déjà été fait, qui fonctionne, parce qu'on a des preuves, puis de l'implanter, l'adapter à ce qu'on fait ici. Il faut repartir à zéro avec une autre approche. Et là, on s'embourbe dans des systèmes où on s'en sort plus. Je me dis, des fois, je ne sais pas ce qui est... Je sais qu'on est une société distincte, là, mais à un moment donné, il faut en revenir un peu. Tu sais, j'essaie de... Tu sais, bon, par exemple, si on prend un programme particulier en gestion des soins à domicile, Beurzeug, vous connaissez peut-être aux Pays-Bas, là. Beurzeug est une institution qui a développé une approche en soins à domicile qui est très innovatrice, qui pourrait fonctionner n'importe où. La preuve, c'est qu'ils sont dans 24 pays. Mais nous, non, on ne peut pas s'inspirer de ça. Je ne sais pas pourquoi, alors que ça marche. Ils ont réussi à économiser 1 milliard en mettant en place cette approche-là. Il me semble que j'ai 1 milliard. On n'a pas entendu ça dernièrement, 1 milliard quelque part. Il me semble que j'ai entendu ça. Là.
Et ça fonctionne, des équipes autonomes en soins à domicile communautaires, sans toute la bureaucratie qui les empêche de fonctionner, parce qu'on sait ici qu'en soins à domicile, 30 du temps est consacré aux soins. 70 c'est de la paperasse, c'est du déplacement, c'est n'importe quoi. On dit, c'est quoi le problème? Puis ici, on se concentre uniquement sur le soin. Peut-être qu'on pourrait éviter qu'il y ait besoin de soins. Le programme, l'approche Burzeuil, c'est de créer de l'autonomie chez les personnes âgées. C'est pas juste de donner des soins. Plus tu les mets autonomes, moins ils ont besoin de soins. Et donc, tu sais, il y a quelque chose qui est paradoxal. Je ne sais pas comment ça se fait qu'on n'arrive pas à capter des choses qui sont évidentes, qui se font ailleurs, puis on a des résultats probants qui marchent. Non, il faudrait inventer d'autres choses. Bon, je me tais. C'est ça. Je suis désolé, c'est mon 5 minutes. C'est mon 5 minutes. Super intéressant. De frustration, il est passé. Je suis bon pour la journée. Mais tu le dis souvent, Laurent, puis ça fait partie aussi de la posture d'humilité, d'être capable de reconnaître qu'il y a des belles choses aussi ailleurs, puis de penser à comment est-ce qu'on peut s'en inspirer. Donc, très bon point. Mais si je peux ajouter, cela dit, c'est encore un rôle que nous, on a joué. Tu sais, une bonne recherche, ça commence par une revue de littérature, certes, mais aussi par un état de l'art. Ouais. C'est qu'est-ce qui existe ailleurs qui a déjà essayé de répondre à la question. Puis là, on peut amener des connaissances qui ensuite peuvent être débattues collectivement. Tout à fait. Absolument. Très bien. On passe à la dernière question. C'est une question orientée sur l'avenir, orientée sur l'action. C'est peut-être la question qui tue. Je ne sais pas si c'est un bon jeu de mots quand on parle de santé. Mais en même temps, les innovations, la gestion des innovations, ça peut sauver des vies. Fait que c'est peut-être pas si farfelu. Donc, si vous aviez des conseils, un ou des conseils à donner au ministère, au réseau de la santé et des services sociaux en matière, bien sûr, de gestion d'innovation orientée sur la valeur pour améliorer notre bien-être collectif. Qu'est-ce que ce serait ces conseils? Donc, pour cette dernière question... C'est pas moi qui commence. on va donner la parole à Laurent. Cathy, mais on va donner le mot de la fin, Denis. OK. J'espère que vous avez encore 1 heure devant vous. Ça va être très court, mais je pense et puis ça résonne beaucoup avec ce qu'on a mentionné sur les piliers. Moi, je pense qu'il ne faut pas prendre pour acquis, qu'on comprend ce que c'est que l'innovation, déjà. Et donc, il faut former à tous les niveaux, et puis le faire le plus collectivement possible. Il faut légitimer, ça peut avoir l'air surprenant, mais on en parle beaucoup, mais dans les structures organisationnelles, la place de l'innovation n'est pas si évidente que ça, quoi. Et puis, ce qui est difficile aussi dans un milieu à haute fiabilité comme la santé, il faut pouvoir essayer des choses. Il faut pouvoir expérimenter. Puis pour moi, ce sont les 3 questions qui sont dans l'arrière-plan de l'innovation, de toute façon. Il faut que ça soit légitime, qu'on maîtrise bien nos démarches, et puis qu'on puisse essayer des choses, se tromper, recommencer, apprendre, documenter, diffuser. Donc, c'est ce que tu conseillerais, l'ouverture à l'expérience, puis... Et puis, mais ça, c'est déjà lancé, mais arrêter de réfléchir la santé uniquement sous l'angle du soin institutionnalisé, quoi, évidemment. Mais ça, c'est pas très original, c'est déjà lancé. Denis vient de l'évoquer, parcours de santé, parcours de vie, prévention, éducation, conditions socio-économiques, etc. etc. Santé globale. Merci, Laurent. Cathy? J'en ai 3 conseils, surtout avec l'avenue de Santé Québec. J'ai été teintée, j'ai révisé mes réponses parce que j'ai lu un très bon rapport de NHS sur l'innovation, la place de l'innovation dans les écosystèmes au UK. Vraiment intéressant, très bien écrit. Donc, j'ai volé quelques recommandations de ce rapport-là. Puis ça me drive depuis les 12 dernières années. J'espère que le terrain va rester un acteur clé de la transformation. Dans toute transformation majeure, surtout au début, il y a beaucoup de top-down. C'est normal. Mais le terrain, il y a 10 ans, 2014, je me rappelle, on était les premiers à partir une équipe en soutien à l'innovation au CHU Sainte-Justine. Il n'y en avait aucune au Québec, très peu au Canada et très peu dans le monde. C'était une page blanche. C'est pour ça qu'on a travaillé ensemble, puis on l'a étudié, puis on a documenté, puis on a écrit des publications là-dessus. 10 ans plus tard, 29 sur 34 organisations ont au moins une personne dédiée à l'innovation. Puis ça, après, c'est grâce au terrain que le Bureau de l'innovation a été créé en 2018. Donc, c'est les établissements et les terrains qui ont dit « on croit que la mission de l'innovation est un vecteur d'amélioration continue de la santé des populations ». J'espère que le terrain va rester un fort contributeur à la transformation puis à la réforme de Santé Québec. Donc, ça, c'est mon premier conseil. Puis c'est écrit très bien dans le rapport aussi du NHS. Deuxième, c'est, on en a parlé, c'est plus agressivement et rapidement mettre à l'échelle des innovations à fort impact. Le Québec a été très bon dans le tabagisme. Très, très bon.
par rapport à d'autres. Ça a été un peu lent, mais on a réussi à le mettre à l'échelle, les multi-incitatifs, la taxation, de ne pas fumer dans les endroits publics. Ça a eu un impact. On l'a mesuré, l'impact. C'est pas technologique, c'est vraiment une approche de santé publique. Mais puis ça, c'est un rapport de McKinsey, de et collaborateurs qui ont dit vraiment agressivement mettre à l'échelle des interventions probantes à fort impact pour la population, obésité, maladies chroniques, et pas attendre trop longtemps, que ça ne prenne pas 10 ans avant de la recherche jusqu'à le déploiement de cette approche interventionnelle pour la population. Troisième, je vais finir là-dessus, investir massivement en prévention et promotion de la santé. Un peu, vous l'avez discuté, mais inverser la pyramide. On ne peut plus se permettre d'investir juste 2% du budget de la santé en prévention et promotion. On ne peut plus se permettre. Puis penser au-delà, on le dit, mais si on ne le dit pas assez, on va l'oublier, mais les déterminants de la santé, l'éducation, le logement, l'accès à un emploi, c'est pour moi des conditions essentielles pour pouvoir être un acteur clé de sa santé. Puis je pense que ça, c'est... Puis innover dans cette approche-là, je pense que c'est le troisième conseil. Puis je vais faire un quatrième, je fais rarement ça. Oui, parce que j'entends un ton, j'entends un bruit qui dit, l'innovation, peut-être c'est secondaire pour les 2 prochaines années. Non. L'innovation est une façon d'investir pour créer de la valeur. Et non, ce n'est pas secondaire aux soins directs aux patients. Donc, de dire que l'innovation est toujours une cœur de mission du système de santé, et encore plus dans un contexte de pénurie de ressources et pénurie budgétaire. Il ne faut pas perdre les acquis, on en parlait à notre table avant qu'on commence, il ne faut pas perdre les acquis qu'on a eus au cours des 10 dernières années. C'est un très bon point. Puis, je reviens sur ton point de mise à l'échelle. Puis, tu es très au courant, Cathy. Là, il y a eu le bilan de la SQRI. Puis, bon, il y a des acteurs dans l'écosystème. Il y a Axelis, mais aussi la nouvelle organisation sur les innovations sociales. Oui, oui. Puis, je pense qu'on gagne à travailler encore plus étroitement pour essayer d'optimiser les probabilités qu'il y ait cette fameuse mise à l'échelle aussi de nos innovations. Merci beaucoup. Très, très inspirant. Le mot de la fin, Denis. Le mot de la fin, mon conseil à toi. On a un mot. Le mot, c'est ça. Les mots de la fin. Non, mais bon, pour un peu résumer ce que mes collègues ont sagement sagement dit, tu sais, je pense que l'un des angles faibles de la loi 15 et de la création de Santé Québec, c'est toute la question de la demande. Le système de santé est fondamentalement orienté sur l'offre. L'offre de soins, on travaille beaucoup sur l'offre, mais on ne s'intéresse pas à la demande. Alors qu'on sait très bien qu'en travaillant sur l'offre uniquement, il n'y a pas de solution possible. Il faut gérer la demande. Il faut s'assurer de mieux coordonner la demande, de mieux adresser la demande. Parce que cette demande-là, c'est elle qui s'amplifie sans arrêt. Et donc, comment gérer cette demande, comment s'assurer de bien l'orienter, donc tout ce qui est santé publique, donc travailler sur la santé plutôt que sur la maladie, ça n'a pas l'air à percoler tant que ça. En tout cas, du moins jusqu'à présent, j'en ai parlé beaucoup aux décideurs. C'est pas simple parce que les retombées de ces investissements-là sont à long terme, à très long terme. On sait que le système n'est pas très fort sur le long terme. Hein. Le système politique, c'est court terme, mais par conséquent, ce n'est pas des décisions qui sont fortement, je dirais, embrassées par les décideurs. En même temps, on a des problématiques de fluidité entre la première ligne et la deuxième ligne, et on ne semble pas vouloir facilement corriger ces difficultés-là. Je vois Kevin, dans le fond, le DSN est un bel exemple. Le DSN est fortement hospitalo-centrique. Dossier de santé numérique. Le dossier de santé numérique. Et donc, quand j'ai demandé à une des responsables comment la première ligne va être rattachée à ça, pour l'instant, c'est pas clair, on ne sait pas trop. Tu sais, chaque GMF est indépendant. Ouais, mais j'ai dit, si la première ligne ne parle pas à la deuxième ligne, c'est le principal problème qu'on a en ce moment. Puis on met en place un dossier de santé numérique qui va coûter je ne sais pas combien. Peut-on trouver une façon de rattacher tout ça pour qu'on ait de la fluidité dans la trajectoire, dans le continuum de soins? Donc, moi, je pense que ce sont tous des messages importants qu'il faut adresser aux décideurs et qu'il faut prendre au sérieux pour les prochaines années. Il est long, ce changement de vision sur la santé. Permets un commentaire, parce que c'est la définition large de la santé par l'Organisation mondiale de la santé qui reconnaît que ce n'est pas simplement l'absence de maladie, mais aussi le bien-être. Ça fait longtemps qu'on a ce discours-là. Malheureusement, le temps que ça prend, puis il y a probablement plein de défis là, qui peuvent permettre d'expliquer ça, mais avant ça se concrétise dans nos pratiques,
C'est un peu long, mais je suis certaine que le centre d'expertise va pouvoir éclairer cette question. Oui, un grand merci Ouais, pour vos réponses très éclairantes aux questions que je vous ai posées. Maintenant, on peut ouvrir sur des questions des personnes qui sont présentes dans la salle. Il y a un micro à l'avant, puis Pamela aussi, ma collègue Pamela, qui peut regarder si dans la fenêtre de clavardage, il y a des questions des personnes en ligne. Donc, est-ce que quelqu'un peut briser la classe en présentiel? Oui, Claudia. Et merci pour la présentation, la discussion, c'était super intéressant. Et moi, je travaille dans l'approvisionnement. Et en approvisionnement, la solution qu'on prend souvent pour mieux faire les choses, c'est la centralisation. Et on l'a fait en santé, puis on l'a fait partout aussi. Mais je me demande, c'est quoi l'impact de la centralisation sur l'innovation? Est-ce que c'est toujours mauvais ou il y a des façons de faire mieux en innovation en centralisant? Je sais qu'en approvisionnement, non, on ne peut pas. Mais est-ce qu'il y a d'autres endroits où on pourrait faire mieux en centralisant, sachant que c'est ça qu'on a décidé de faire? Oui, vas-y, je te laisse toute la place. De façon peut-être conceptuelle, au départ, on a souvent tendance à regarder l'innovation comme une pratique unidimensionnelle. En organisation, il y a au moins 3 strates. Il faut organiser l'innovation elle-même, avoir une méthodologie, des processus, des outils, du monde formé. Ça, c'est organiser l'innovation. Mais ça ne suffit pas. Il faut organiser pour l'innovation. Ça, c'est le rôle du management. Ça, c'est le rôle des superviseurs directs. La ressource rare, là, c'est le temps. Donc, s'assurer qu'on va allouer, protéger du temps, instaurer des activités régulières autour de ça. Donc, organiser pour l'innovation. La 3e strate, qui est en ce moment, moi, je trouve la plus questionnante, c'est organiser par l'innovation. Quels sont les axes stratégiques? Et là, ça, c'est le rôle du top management, c'est le rôle des dirigeants. Donc, on ne peut pas avoir une logique ou totalement centralisée ou totalement décentralisée. On a besoin d'une orientation, on a besoin de réfléchir les priorités stratégiques en innovation, on a besoin de responsabiliser les gestionnaires pour préserver ces activités, en faire des activités normales, sinon routinières. Puis, on a besoin de former chacun des acteurs dans l'organisation, éventuellement même les acteurs externes, quoi. Donc le défi, pour moi, il est là, c'est d'arrêter de regarder l'innovation uniquement comme une boîte à outils ou comme une orientation stratégique, mais de vraiment regarder ça comme une capacité aux différents niveaux de l'organisation. Ça, c'est un vieux discours de Peter Drucker en 1994. Peut-être, si tu me permets d'ajouter, c'est une excellente question, Claudia, que vous posiez. Puis peut-être je vous donner une tranche expérientielle. Je pense que c'est un mix, une approche des deux, centralisation, décentralisation. Prenons l'exemple des pompes volumétriques. Ça faisait aucun sens que chaque établissement sorte avec un appel d'offres pour acheter des pompes volumétriques. Et je pense que là, on peut centraliser l'acquisition des pompes intelligentes. Là, je parle des pompes volumétriques, pas la vieille technologie, mais la nouvelle. Mais que chaque établissement sorte pour un achat par établissement, ça n'a aucun sens. Ça a démontré sa valeur. Là, c'est normal qu'il y ait une approche centralisée à l'approvisionnement. Versus, il y a des solutions qui touchent des populations vulnérables où difficile d'attendre que tu aies un marché bien connu pour faire un approvisionnement, exemple, provincial, et éventuellement créer un marketplace pour le faire au niveau canadien. Donc, je pense que, surtout pour, exemple, la population pédiatrique, ou par exemple, nous, on a des populations autochtones, ou par exemple, de déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme, où des fois, oui, peut-être que lorsque tu te réunis et que ça répond à un même besoin, on fasse un approvisionnement plus centralisé, mais des fois, on ne peut pas attendre que le besoin commun soit... Puis il faut aller dans une approche de décentralisation pour acquérir des solutions qui répondent à des besoins de marchés nichés dont le N égale faible, les maladies rares, les populations plus vulnérables. Merci. Est-ce que tu changes d'idée, Denis? Oh non, c'est bon. Merci, il n'y a plus rien à dire. C'est bon. Pamela, je crois qu'on a une question. Oui. Donc, on a une question en ligne de Mohamed. Est-ce que les intervenants de première ligne sont impliqués dans ces innovations? Ils proposent d'inverser la pyramide. Donc, est-ce que des données sont collectées pour aider l'innovation et mieux cibler des questions de recherche, j'imagine, ou des interventions précises? Denis, veux-tu aller? Oh, ben, moi, je vais donner un exemple après. Mais... Effectivement, la table des dragons, que vous connaissez peut-être, bon, c'est une table de concertation donc, qui rassemble tous les acteurs de la première ligne.
sur lesquels on est après développer un genre d'accélérateur d'innovation pour la première ligne, dont, justement, on vient d'embaucher une postdoc au pôle santé qui fait son postdoc sur cette question. Donc, il va travailler avec le bureau d'innovation pour, il appelle ça l'amplificateur d'innovation pour la première ligne. Donc, comment trouver des moyens pour être capable d'accélérer les innovations en première ligne. Parce que naturellement, la force de frappe d'un cabinet, d'un GMF n'est pas la même que la force de frappe d'un établissement de santé. Donc, on voit bien que les ressources, l'accès aux ressources n'est pas le même. Donc, c'est beaucoup plus difficile dans un environnement où chacun gère ses trucs de créer une force de frappe suffisante pour faire pénétrer les innovations. Donc, c'est un peu plus compliqué, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas réalisable. Il faut juste être capable de mettre en place les structures qui vont permettre à cette première ligne de pouvoir adhérer à des innovations qui vont changer leur mode de fonctionnement. Moi, je vous dirais que c'est une de nos priorités chez nous, l'innovation en première ligne. Puis je vais vous donner un exemple concret. Là, vous avez vu que l'IA générative est en train de percuter les établissements de santé, surtout pour soutenir la documentation clinique. Moi, je suis orthophoniste, je détestais passer 2 heures par jour. Bien que c'est super important de faire de la documentation clinique, parce que si je me fais happer par un autobus, n'importe quel orthophoniste peut prendre mon caseload et voir mes patients. Mes étudiants, non, je ne souhaite pas, mais mes étudiants me disaient, arrête de dire ça, dis que tu vas gagner 300 millions, tu prends dans la tête. C'est vrai. Donc, la documentation clinique, c'est super important, mais les outils d'IA générative, on est capable d'enregistrer la conversation avec des gabarits prédéterminés. On peuple le rapport. L'IA générative alimente déjà un premier jet de rapport, puis nous, on a à relire et confirmer. C'est venu de la première ligne. On a juste dans notre réseau 3 solutions de start-up québécoises qui rentrent dans nos murs et c'est toute rentrée de la première ligne. Et donc là, on va tester sur 6 mois la valeur ajoutée. Donc, juste pour donner un exemple concret que l'innovation devrait encore se faire de plus en plus en première ligne et en santé publique et promotion et prévention de la santé. Par exemple, on sait que vous avez vu passer le GAP. Vous avez vu le guichet d'accès première ligne. Donc, le GAP numérique qui était... on a travaillé avec Kevin sur ce dossier-là un peu. Et donc, avec l'ajout de Vitrail, que vous avez vu sûrement passer dans les médias, là, qui est une application d'intelligence artificielle pour faire la répartition des appels en première ligne. Mon cher ami Antoine Groux à Québec, dans son GMF, sur 1400 appels, 500 appels ont été redirigés vers d'autres professionnels de la santé. Qui ont obtenu donc des soins automatiquement, sans l'intervention de personne. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Donc, l'intelligence artificielle a traité la demande et est arrivée à la conclusion que ce n'était pas un médecin, il fallait que cette personne-là consulte, mais quelqu'un d'autre. Et donc, il a réussi à donner un meilleur accès à ceux qui avaient vraiment besoin de voir un médecin. Donc, il existe des choses à ce moment qui fonctionnent et qui peuvent être implantées partout et qui doivent donner une chance d'accroître l'accès en première ligne. Très bon exemple. Laurent, est-ce que tu veux ajouter? En innovation, dans l'appréhension des besoins, il ne faut surtout pas négliger la proximité. Ouais. Pour ce qui est de la proximité, il n'y a pas de secret, c'est la première ligne. L'intervention, elle se joue encore dans la première ligne. Puis les exemples, Burzorg, dont parlait Denis tout à l'heure, c'est justement des formes de réorganisation de la première ligne, qui sont aussi des formes apprenantes, qui permettent de détecter plus tôt des besoins particuliers, de les faire remonter plus rapidement. Donc oui, c'est un élément clé de l'organisation de l'innovation. Merci, très intéressant. On aura du temps pour une autre question. Si quelqu'un a une question dans la salle, ou peut-être Pamela, est-ce qu'on a une autre question en ligne pour le moment? Si tu permets, pendant que quelqu'un réfléchit à une dernière question. Ouais. Je vais donner un exemple de première ligne, mais parce qu'on oublie que les organismes communautaires font aussi partie de la première ligne. Je vais donner un exemple. Quand je suis arrivée au CIS de la Montérégie-Ouest, j'ai dit, je vais être bref parce que Carl a toujours des bonnes questions. Nous, on n'innove pas. Je dis, comment ça, vous innovez pas? J'ai donné un exemple de projet que vous avez fait récemment. Il dit, on a fait les complices alimentaires. Il a dit, c'est pas une innovation. Je dis, crée-la moi. Puis il dit, on était 50 organisations de 5 MRC différents. Okay? Ils ont, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pour 3 objectifs. Réinsérer professionnellement des jeunes et des adultes avec troubles du spectre de l'autisme et déficience intellectuelle dans l'emploi, pour réduire l'insécurité alimentaire et pour réduire le gaspillage alimentaire. Ils se sont mis ensemble, donc ils ont pris les commerces locaux qui jetaient les fruits et légumes à la fin de la journée. Ils les prenaient, donc les gens, nos patients, nos usagers avec déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme, retraités, c'est pas le bon terme, mais recoupaient les légumes, les empaquetaient, puis il y avait des organismes communautaires qui les distribuaient dans les écoles défavorisées. Puis là, je la regarde, je dis, ça, c'est pas innovant? Je dis,
c'est une des plus belles innovations que j'ai entendues dans ma carrière. Puis je dis, c'est ça le futur du système de santé. Ça, c'est, on dit première ligne, mais c'est une approche communautaire aussi. Donc oui, la première ligne, médecin de famille, IPS, mais c'est les organismes communautaires qui... Oui, puis ça, c'est les facteurs déterminants de la santé qui sont super importants. Oui, tu as bien fait d'ajouter ça, Cassie, c'est un superbe exemple. Dernière question de notre collègue Carl-Emmanuel Dionne. Je vais revenir sur une question qui a été posée, plutôt qui est un peu... mais aller donner un autre angle un petit peu. Parce que j'ai l'impression qu'on est dans une période critique dans la manière qu'on organise la santé au Québec. Puis c'est donc dans une crise comme ça, c'est peut-être une occasion aussi de réorganiser de manière plus efficace. Et donc, je dirigerais peut-être la question sur qu'est-ce qu'on dirait au ministère de la Santé, plutôt vers qu'est-ce qu'on dirait à Santé Québec. Comment est-ce qu'on pourrait utiliser l'occasion de cette transformation-là qu'offre Santé Québec pour mieux organiser l'innovation, être plus performant en innovation et finalement arriver à atteindre ce dont on parle depuis des dizaines d'années pour le système de santé du Québec? Donc, comment mieux organiser? Comment Santé Québec nous offre une occasion de réorganiser la manière qu'on innove au Québec? Okay. Vas-y. On peut y aller avec un truc très simple. Là. Partez pas du principe qu'il faut faire tabula rasa. Il y a énormément d'initiatives, Cathy en mentionnait, Denis en mentionnait. Donc ce que je mentionnais un peu plus tôt sur l'état de l'art, moi, me paraît très important. Quel est l'existant? Que font les premières lignes? Que font les différents bureaux de l'innovation? Il y a un travail important qui est fait sur le terrain. Il faut le reconnaître et il faut capitaliser sur ce qui a été fait sur le terrain. Et peut-être pas repartir, en écho à la question de Claudia aussi, peut-être pas repartir d'un modèle purement centralisateur, mais plutôt justement de se questionner sur ça veut dire quoi jouer ce rôle d'intermédiaire d'innovation en construisant à partir de ce qui existe, à partir des réalités du terrain, au-delà du caractère hospitalo-centrique du système. 2 points rapidement pour conclure, il nous reste 3 minutes. Premièrement, premier conseil pour mieux soutenir l'innovation qui crée de la valeur pour la population. 1, il faut des équipes dédiées, décentralisées. Tu sais, moi, je l'ai vécu à Sainte-Justine, au CHUM, puis au CIS de la Montérégie-Ouest. Si tu n'as pas une petite équipe qui t'aide, là, tu sais, les médecins qui frappent à ta porte, des organismes communautaires qui disent « Hey, ça me tente de faire ça, je ne sais pas comment le faire. » Tu sais, ils ont besoin de soutien, sinon ça ne se fera pas. Donc, de protéger cet acquis-là, d'avoir des équipes dédiées qui savent les meilleures pratiques en gestion d'innovation, puis on est en train de continuer à les former. Donc, ça, c'est important. Puis le deuxième, c'est je l'ai dit tantôt, mais je vais le redire, c'est de légitimer, puis que ce soit un indicateur de performance de Santé Québec. Je sais que c'est en discussion. C'est une opportunité pour dire le financement axé sur le patient, puis je dirais le financement axé sur le patient à grande valeur ajoutée. Si tu es capable de dire, j'ai introduit telle innovation technologique ou sociale, puis je livre une plus grande qualité de soins et j'économise des coûts, bien, soutenir ce genre d'initiative-là, puis que ça soit reconnu dans le modèle de financement de nos établissements qui sont encore à majorité sur le budget historique et non pas un financement axé sur le patient puis orienté sur la valeur. Donc, si je suis capable de démontrer que j'injecte une innovation, puis que je suis plus... l'efficacité de l'intervention est accrue et que tu as un gain économique, bien, tu dis go, tu dis du temps, puis ça n'impacte pas ta performance si tu te protèges du temps pour déployer cette innovation-là. Voilà, je pense. Dernier mot peut-être. Bon, je transférerais peut-être la question à Kevin. C'est lui qui travaille avec Santé Québec en ce moment. Mais bon, tu sais, dans le système de santé, traditionnellement, a été basé sur des mécanismes de contrôle et de reddition de comptes. C'est le paradigme de gestion principal, c'est le principal paradigme de gestion. Dans ces environnements-là, les gestionnaires ont tendance à éviter les initiatives parce qu'à chaque fois qu'ils vont dans une direction puis ils font une erreur et ils sont sanctionnés, ils sont réprimandés pour ça, alors que quand ils font des bons coups, ils ne sont jamais reconnus pour ce qu'ils font. Cette semaine, 10 redditions de comptes. Juste ma direction. 10 des tableaux statistiques. 10. Juste ma direction. Imaginez les autres directions cliniques. Et donc, on se retrouve avec des gestionnaires qui sont imputables d'un certain nombre de choses alors qu'ils n'ont pas la discrétion managériale pour prendre des décisions. Nous, on l'a étudié, on a sondé 200 hauts cadres de la santé et ce mécanisme d'absence de discrétion managériale fait en sorte que ces gens-là développent de l'épuisement, des problèmes de détresse psychologique et ils finissent par se sentir isolés dans le système parce qu'à la fin de la journée,
Ils ont un ensemble d'enjeux à résoudre, mais ils n'ont aucune marge de manœuvre. Parce que s'ils font une erreur, ils sont sanctionnés. Donc, tu sais, c'est des environnements qui, en termes de culture, là, Kevin, c'est le spécialiste de la culture, il y a quelque chose au niveau culturel qui doit changer si on veut arriver à faire en sorte que l'innovation puisse s'insérer dans le système de santé. C'est complexe, hein? On a mis en lumière toutes sortes de défis, enjeux, puis là, tu amènes la question culturelle qui est éminemment complexe, sur laquelle Kevin travaille. Donc, on a une mission importante avec le centre d'expertise. Mais c'est pas mission impossible. C'est pas mission impossible, mais c'est important. Puis je pense que j'ai senti toute votre motivation à ce que les choses bougent, puis qu'on puisse améliorer. Puis on va revenir sur augmenter la valeur pour les patients, pour les citoyens, pour la société. Je pense que ça, c'est vraiment central. C'est transversal à tous vos propos, puis c'est ce qui va nous animer pendant les prochaines années. On a écoulé tout le temps pour le Musée de la Recherche aujourd'hui. Donc, mais je veux vous remercier chaleureusement, Cathy, Laurent, Denis, votre pertinence, votre passion, votre engagement. Donc, bravo. Je suis enthousiaste de pouvoir continuer à travailler avec vous ces prochaines années. Merci pour l'invitation. Merci Caroline. Merci à vous tous d'être venus écouter, participer avec les questions qui ont été formulées en ligne également. Le prochain Midi de la Recherche aura lieu en janvier. Je serai pas là, sois là. T'es un habitué? Peut-être! On va trouver un moyen. On aura des collègues en janvier du Centre Pierre Pellado Leadership et Management, donc des collègues qui font des parallèles entre le milieu des arts et le management, donc font des choses extrêmement créatives. Vous recevrez une invitation sous peu, ça aura lieu en janvier. Donc, je vous remercie toutes et tous, puis je vous souhaite un bel après-midi. À bientôt. Merci Caroline. Merci. Bravo.